Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester sur l'ORTM. Merci pour votre fidélité à Actu Hebdo, rendez-vous dominical de la mi-journée. Aujourd'hui, plateau très bien fourni. Bablé Touré, bien sûr, on le voit. Oui, Hein. absolument. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Ibrahima Diomblé. Alors, vous l'avez si bien dit, nous sommes dimanche 20 octobre 2024. Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de Actu Hebdo de ce mois d'octobre. Au menu de votre rendez-vous hebdomadaire d'aujourd'hui, 4 sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. D'abord, la célébration de la journée mondiale alimentaire, célébration également de la journée de la femme rurale, le salon international de la volaille, également une visite de terrain du ministre en charge des Transports qui a concerné les infrastructures endommagées par les inondations. Pour mieux éclairer la lanterne, en tout cas, de nos téléspectateurs sur ces différents sujets, des spécialistes ont répondu à notre invitation. Notre premier invité est détenteur d'un master en sciences et technologies, agronomie et agroalimentaire, agroalimentaire de l'école supérieure des industries agricoles et alimentaires, sciences des industries agricoles et alimentaires de Montreuil en France. Aussi diplômé d'ingénieur zootechnicien de l'IFRA, IFRA de Katibougou. Comme parcours professionnel, il a été agent technique à la division normalisation de la Direction nationale de l'industrie, puis directeur régional des industries du Mali, couvrant les régions de Gao, Kidal et Tombouctou, directeur général de l'Agence malienne de normalisation et de la promotion de la qualité, assistant exécutif du commissaire industrie de promotion et promotion du secteur privé de la CEDEAO. Il est aujourd'hui secrétaire permanent du comité national du SILS au ministère de l'Agriculture. Il s'agit de Yaya Niafo. Bonjour. Comme deuxième invité, il est professeur d'enseignement avec une maîtrise en anthropologie à la faculté des lettres, arts, sciences humaines de Bamako. Comme parcours professionnel, chef de division plaidoyer et mobilisation sociale au programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre, directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille. Il est aujourd'hui conseiller technique chargé de la promotion du genre au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. J'ai nommé ici M. Youssouf Bagayoko. Bonjour. Bonjour. Notre troisième invité est diplômé également de l'IPR IFRA de Katibougou, cycle ingénieur, spécialité élevage promotion 82-86. Elle est membre fondatrice du collectif des mandataires du Mali, membre fondatrice également de l'Union des organisations de la filière avicole de l'UEMOA UOFA, également aussi de la Confédération africaine pour le développement de l'agriculture en Afrique, respectivement, dont elle a assuré les postes de première vice-présidente et trésorière. Elle est de nos jours la présidente de l'interprofession filière avicole Sanoko Diarata Traoré. Bonjour. Bonjour. Notre quatrième invité est diplômé en ingénieur génie civil à l'ENI. Il a aussi son master en business administration internationale de Paris, MBA. Dans le secteur des infrastructures routières, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il fut chef de la CETRUI, une cellule dédiée aux travaux d'urgence, conseiller technique chargé des grands travaux au ministère des Transports et des Infrastructures, directeur régional des routes de Kidal comme dernier poste avant d'être nommé à la tête de la direction générale des routes. J'ai nommé ici M. Cheikh Oumar Diallo. Bonjour. Bonjour.
Voilà, Ibrahima Diombele, ce qu'on pouvait retenir de nos invités d'aujourd'hui. Eh bien, très bien. Bablé Touré, qui sait, ça passe aujourd'hui aux invités quand même. Oui. Eh bien, c'est bien. On parlera donc d'agriculture, d'aviculture, de femmes rurales, des sujets quand même qui se tiennent. Et puis, quelque part, on parlera également des infrastructures. On verra bien si les installations avicoles, agricoles n'ont pas été touchées également par les dernières inondations. C'est pour cela qu'il est sur notre plateau, monsieur Cheikh Oumar Diallo, directeur général des routes. À vous, bonjour, bienvenue. Aux autres invités également, bonjour, bienvenue. Et voilà, on va aller directement avec le premier sujet, Bablé Touré. Et c'est donc la commune rurale de Sibi qui a abrité la célébration conjointe de la Journée internationale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation. On verra tout à l'heure les images avec nos envoyés spéciaux là-bas. Ça s'est passé à Sibi cette semaine. C'était le jeudi dernier 17 octobre. Le rendez-vous là-bas a mobilisé un monde important de personnalités tout engagées pour le développement du monde rural. Voilà, cette semaine à Sibi, une zone de production. On voit quand même et tous les aliments qui sont produits dans cette localité. Célébration conjointe donc, Journée internationale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation. Des images qui nous sont rapportées par nos envoyés spéciaux, Nyanya Lou Traoré, Baraki Sawatara et Djeli Makan Djabati. Il y avait également Aruna Diara, notre caméraman. Voilà, plusieurs ministres étaient au rendez-vous. Voilà, bonjour à vous encore une fois, madame, messieurs. Et vous étiez au rendez-vous là-bas à Sibi, madame? Non, ça trouvait que nous, on était dans les préparatifs du salon. Ah d'accord. Oui. Votre salon de l'agriculture. International d'aviculture. D'accord. Alors, les avicultrices sont considérées comme des femmes rurales? Bien sûr, nous sommes des femmes rurales. Ok. Donc, parce que nous travaillons avec le monde rural. Nous produisons tout ce qu'ils produisent, que ce soit l'agriculture, l'élevage. C'est l'agriculture avec grand A. Sont considérées comme des femmes rurales. D'accord. Et nous faisons également le maraîchage à côté. Ok. Nous cultivons le maïs parce que nos fientes sont beaucoup utilisées dans la terre pour l'amélioration comme engrais. Okay. Donc, dans l'agriculture grand A, vous avez une situation transversale. Oui. Ok, alors, monsieur Yaya Niafo, il est le secrétaire permanent de CONASILS au ministère de l'Agriculture. Et là, justement, pour nous parler de la Journée mondiale de l'alimentation. C'est bien cela? Effectivement. D'accord. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Mais on a célébré deux événements. Le même jour, en même temps. Oui. C'est bien cela. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une connexion, si oui, laquelle, entre Journée mondiale de l'alimentation et Journée mondiale de la femme rurale? Merci beaucoup, Monsieur Diombeli. Je profite de l'occasion quand même pour vous remercier au nom du département du ministre en charge de l'agriculture, Monsieur Daniel Siméon Keleman, et tous les membres du département, pour nous donner l'occasion de parler de cette journée vraiment exceptionnelle, une journée dédiée à l'alimentation. Et la journée mondiale de l'alimentation qui est célébrée au niveau de chaque pays membre de la FAO le 16 octobre de chaque année. Et aujourd'hui, le thème de cette année, c'est le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Et effectivement, cette activité donne l'occasion de démontrer l'engagement de toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, pour répondre aux questions de sécurité alimentaire, de système, de développement des systèmes agroalimentaires. Vous savez, quand on parle de l'alimentation, je prends l'agriculture sur toute la chaîne. On ne peut pas faire l'alimentation, la transformation alimentaire, l'agriculture sans les femmes. Donc les femmes sont vraiment au début et à la fin sur toute la chaîne. Alors de la fourche à la fourchette, comme on le dit. C'est des activités se retrouvent alors. Et du coup, donc,
concomitamment, les 2 journées se font ensemble parce que non seulement c'est la même période, c'est la journée mondiale de l'alimentation, c'est le 16 octobre, et la journée internationale de la femme rurale, c'est le 15 octobre. Donc, on a voulu les faire ensemble, et surtout que le thème, je crois que M. Bagayogo va revenir sur le thème de la journée internationale de la femme rurale, qui répond parfaitement à la journée mondiale de l'alimentation. Voilà pourquoi il y a eu la connexion et la forte mobilisation de toutes les parties prenantes. Vous avez vu les images, il y avait une forte mobilisation, mais surtout une représentation forte des membres du gouvernement. Imaginez, on avait à peu près une dizaine de ministres vraiment pour célébrer cet événement. Encore une fois, voilà la connexion pour, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous dire pourquoi la journée mondiale de l'alimentation. Ok, vous avez dit droit à l'alimentation. Quelle alimentation? L'alimentation, d'abord de qualité. Il faut améliorer la production agricole, mettant l'accent sur la productivité, mais aussi s'assurer qu'on a vraiment une alimentation saine issue de la transformation alimentaire. Donc voilà le cap qui est visé pour non seulement soutenir, booster la production agricole, mais la production alimentaire, mais aussi s'assurer que nous avons une alimentation saine qui est mise à la disposition des consommateurs. Très bien. Productivité, production, alimentation saine. Exactement. Et qu'en est-il de la quantité? Bon, la quantité, effectivement, il y a tout ce qu'il y a comme appui, n'est-ce pas, technique. Nous avons, vous avez vu lors de la visite, il y a un cas de modèle qui a été visité en prélude, qui concerne les cultures suivant un mécanisme qu'on appelle les murets pour soutenir le maraîchage au niveau des femmes rurales. Donc, c'est apporter toute la technologie pour densifier la production agricole avant même d'aller vers la transformation des produits alimentaires. Voilà ce que je voulais. Et quel est le tableau qui se dresse aujourd'hui dans notre pays? On peut dire que c'est un acquis aujourd'hui? Oui, c'est un acquis. Je crois que... Il y a la qualité, il y a la quantité. Il y a la quantité qui est vraiment... C'est que quand on prend... Et c'est bien partagé? C'est bien partagé. Partout? Franchement, c'est bien partagé. Et nous mettons au cœur de cette activité, je l'ai dit, les femmes, mais aussi les jeunes, pour pouvoir soutenir vraiment la productivité agricole. Donc chez nous, pas question de parler d'insuffisance alimentaire, encore moins des crises alimentaires. Non, on ne peut pas parler de ce cas parce que, comme le dit le principe, c'est aller vers le soutien, vers le développement de l'agriculture pour assurer une alimentation saine pour tous, mais ne laisser personne de côté. Tout le monde doit aller ensemble pour aller vers les résultats visés. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Quel modèle d'agriculture? Bon, d'abord, je dis l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des technologies. Maintenant, avec les technologies de l'information, avec l'intelligence artificielle, les biotechnologies, à tout ce qui concerne l'agriculture numérique, je crois que c'est des outils forts qui permettent de soutenir, de booster encore plus notre agriculture et notre département s'il y veille parfaitement. D'accord. Alors vous avez dit qu'il n'y a pas d'insuffisance, il n'y a pas de crise non plus, mais ça l'apporte de l'extérieur. Non, les crises, je voulais dire, vous avez avec les changements... Après ça, les effets de changement climatique. On n'est pas autosuffisant sur le plan alimentaire quand même. Voilà, nous importons beaucoup d'aliments. Nous importons... Est-ce que ce sont des aliments qui nous conviennent même? Bon, il y a aussi des mécanismes au niveau national qui sont mis en place, qui sont pris en compte pour assurer la qualité des produits mis à la disposition. L'assurance qualité des produits mis à la disposition pour la consommation des Maliens, il y a des départements. Je prends le cas du département en charge de la normalisation, qui est le département de l'industrie, qui prend en charge ces volets pour s'assurer que non seulement les normes requises qui respectent toutes les spécifications techniques sont prises en compte et pour garantir l'assurance qualité des produits qui sont mis à la disposition de tous. Vous convenez quand même avec nous que sans les importations, il y aurait eu un gap important. Sans les importations de certains produits alimentaires. Bon, il y a quelques... On va les citer, il y a le riz,
des produits essentiels même. Le riz, nous importons. Oui, le riz, mais je voulais vous dire qu'aujourd'hui... Même sur le plan avicole aussi, nous importons la viande, oui, mais le poulet. Monsieur Diombélé, les travaux sont en train d'être faits. Je vous dis aujourd'hui, bien vrai qu'il y ait les effets des changements climatiques, pour le riz, aujourd'hui, je prends le cas à partir du 17 octobre, nous avons une production qui est à peu près à plus de 90% en ce qui concerne la production. C'est vrai qu'il y a des parcelles de riziculture qui ont été inondées, etc. Mais ça n'a pas vraiment agi de façon significative. Voilà, pour le truc, et qui fait que la productivité en matière de riz, en matière de céréales sèches, telles que les trucs, sont vraiment pourvus. Et, au niveau du département, on y veille. Ok, d'accord. Monsieur Youssou Bagayogo, conseiller technique au ministère de la promotion de l'enfant et de la famille. Hein. Oui. C'est le même sujet, le rendez-vous des CIBI. Hein. Et cette semaine, avec une dizaine de ministres quand même, hein, au-delà de la grande mobilisation du gouvernement. Et quel est l'importance de ce rendez-vous? Qu'est-ce que ça a apporté? Merci bien, M. Diombélé. Moi, je voudrais aussi commencer par remercier sincèrement, au nom de notre ministre, Mme Coulibaly, Dr Coulibaly, Mme Maïga, aux autorités de la transition qui ont soutenu fortement la célébration de cette journée. Ouais. Je pense que nous étions comblés à Sibi parce que nous avons vu une très forte mobilisation, non seulement des femmes, mais aussi des autorités régionales comme nationales. C'est un bon signal. Et au niveau local. Et surtout, les femmes rurales sont fortement mobilisées et ont tenu à démontrer leur acquisition, leur compréhension, leur connaissance, tout ce qu'elles ont pu bénéficier pour pouvoir, en tout cas, booster la production au niveau local. D'accord. Voilà. OK. Alors, on a dit rôle et place des femmes rurales dans la construction des Mali nouveaux. Et qu'est-ce que vous voulez dire à travers ce thème-là? Oui, nous voudrions dire qu'effectivement, les femmes rurales qui représentent 60% de la main-d'œuvre agricole et assurent 80% de la production alimentaire. Donc, pour dire qu'elles ont un rôle éminemment important à jouer dans cette autosuffisance alimentaire. Et en faisant la connexion avec le Mali nouveau, je pense qu'il s'agit pour nous de travailler à ce que les femmes puissent jouir, surtout les femmes rurales, puissent jouir leurs droits. Droit à la santé, droit aux terres aménagées. Surtout. Oui. Voilà, droit à l'eau, droit à tout ce qui est ressources naturelles pour que la femme puisse jouir pleinement, en tout cas, de ses droits. Notamment, droit à la santé aussi, droit à tout ce qui peut conforter, en tout cas, les conditions de vie et de travail des femmes rurales. Oui, mais ça fait longtemps quand même que ces besoins, ces doléances, ces demandes sont sur la table. Et il y a des acquis, lesquels? Oui, il y a des acquis. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a de plus en plus, les femmes sont en train d'acquérir, en tout cas, des terres, à travers l'application de la loi qui s'occupe des foncières, de la loi agricole foncière, et qui permet aux femmes d'accéder à des terres. Et c'est vrai qu'il y a encore des efforts à ce niveau, mais déjà avec ces dispositifs, on est en train d'informer les femmes par rapport à tout ce qui existe en termes de droits pour qu'elles-mêmes puissent prendre conscience et aussi se battre pour qu'au niveau local, qu'elles puissent faire partie des instances de prise de décision, mais aussi qu'elles puissent partager leur expérience, leurs connaissances et aussi maximiser leur production, en tout cas dans le domaine agricole. D'accord. Ouais. Alors, monsieur Diallo, il est directeur général des routes. Hein, et lorsqu'on produit, il faut transporter les produits des zones de production vers les zones de consommation. Alors, quel est votre avis sur ce qui vient d'être dit par les différents invités sur place ici? Ok, merci monsieur Diombélé. Et à la suite des autres invités, je profite de l'occasion ici pour remercier Madame le ministre des Transports et des Infrastructures pour m'avoir autorisé à venir sur ce plateau pour donner des informations sur les dégradations subies par les infrastructures routières pendant cet hivernage exceptionnel. D'accord. On en parlera amplement, mais réagissez sur le sujet de la journée mondiale. Sur la journée mondiale, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il y a eu beaucoup de ministres qui se sont déplacés. Pour aller là-bas, il fallait partir par la route sûrement. Donc, comme on le dit, quand la route va, tout va. Donc, pour transporter les personnes ou des biens, il faut des infrastructures de qualité.
D'accord. Donc la route a un impact sur toutes les activités humaines. D'accord. Merci. Ok, alors on a écouté M. Niafo un instant qui disait qu'il n'y avait pas trop d'incidence, qu'il n'y en avait même presque pas hein, sur, par exemple, le secteur de la culture du riz, non? Oui. Les inondations. Oui. Hein? On ne va pas remarquer, on n'aura pas d'incidence négative, il n'y en a pas, il y en aura pas. Ça, c'est vraiment, en tout cas, des données qu'on a de nos techniciens, vraiment à l'heure actuelle, nous sommes vraiment en termes de productivité. Je vous ai dit à partir du 10 octobre, selon les résultats que nous avons, à peu près 91% vraiment des productions sont vraiment sous maîtrise. En sécurité. Vraiment. D'accord. Ok. Alors, je vais me retourner encore vers M. Youssouf Bagayoko, conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Lorsqu'on parle de femmes rurales, de qui s'agit-il? En fait, lorsqu'on parle de femmes rurales, il s'agit d'abord, dans un premier temps, des femmes qui résident en milieu rural, qui produisent, qui transforment, qui commercialisent. Tout se passe là-bas en milieu rural. Ah oui, en milieu rural. Parce que déjà, c'est des femmes qui sont organisées dans des organisations appelées la Fédération nationale des femmes rurales. Alors, qui travaillent ensemble avec des groupements d'associations, en tout cas de femmes, qui résident, qui cultivent, qui produisent et qui participent aux transformations. Donc, c'est le lieu de résidence qui détermine, non pas l'activité. Pas le lieu de résidence seulement, c'est un ensemble d'éléments qu'on prend en compte pour qu'on puisse considérer telle organisation comme organisation de femmes rurales. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Madame Sanogo Diaratou Traoré, vous résidez où? À Bamako? Je réside à Bamako. Vous êtes avicultrice? Je suis avicultrice. Et vous avez dit que vous étiez femme rurale? Oui. Que vous considérez comme telle, de toute façon? Je me considère comme femme. Contradiction? Non, pas de contradiction, parce que vous savez que le milieu urbain est fourni par le milieu rural. D'accord. Donc il y a cette connexion qui est là entre celles qui sont dans les communautés et celles qui sont dans les grandes villes pour accompagner la chaîne de commercialisation. D'accord. Ok. Alors, quels sont les... Ouais, allez-y, madame, vous voulez réagir sur cette question de profil de la femme rurale? Moi, je pense que tous ceux qui interviennent dans le monde de l'élevage, de l'agriculture, moi, je considère ça comme femme rurale. Qu'on le fasse en milieu urbain ou en milieu... urbain, parce que nous ne travaillons pas dans les bureaux. On travaille au niveau des fermes. Donc, on se considère comme femme rurale. Okay. Alors, M. Nafo, et quels sont les grands défis aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture chez nous ici? Il y en a beaucoup, certainement. Oui. Non, moi je crois que d'abord, je crois qu'il faut des modèles, aller vers les nouveaux systèmes, renforcer les systèmes vraiment agroalimentaires, les systèmes de production agroalimentaire basés non seulement sur les nouvelles technologies, j'avais dit, il y a des infos sur les technologies de l'information aujourd'hui qui peuvent être utilisées. Il y a des technologies en termes d'intelligence artificielle, en termes d'agriculture numérique. Vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on puisse aller en changeant la donne. Vous savez que maintenant, avec le développement des startups que vous voyez, pour pouvoir aider même aux producteurs de pouvoir vendre en ligne. Je crois que ça, c'est des processus qui sont vraiment très attendus et très novateurs, qui peuvent aller vers... J'avais parlé... Oui, allez-y. Allez-y, oui. Mais est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite? Je vais me retourner vers M. Youssouf Bagayoko et parler de start-up pour femmes rurales aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en train, comme on le dit, de brûler des étapes? Non, c'est maintenant un défi, parce que de plus en plus, il est avéré que ce secteur des TIC est très important. Alors, quelle est la démarche qu'il faut adopter? Bon, il s'agit d'abord... Parce qu'il faut aller, comme on le dit, step by step. Pour moi, il s'agit de former d'abord à l'utilisation, en tout cas, des technologies, en tout cas, des techniques culturelles qui peuvent maximiser la production. De plus en plus, les femmes sont en train d'être alphabétisées, sont en train d'être formées pour pouvoir maîtriser, en tout cas, l'utilisation de ces machines ou l'utilisation des technologies en vue de pouvoir maximiser leur productivité et aussi voir d'autres techniques pour pouvoir réduire au minimum l'utilisation des engrais chimiques qui sont en train aussi de faire des effets dans notre alimentation. Ok, mais ne serait-il pas plus judicieux quand même de les mettre en organisation pour aller vers cet objectif?
Oui, en fait, de plus en plus... Parce qu'on ne pourra pas le faire de façon isolée quand même. Non, pas de façon isolée. J'ai parlé de leur fédération. D'accord. Il y a une fédération, la Fédération nationale des femmes rurales, dont je salue d'ailleurs la présidente, et cette fédération a ses démembrements au niveau de toutes les régions du Mali, et qui travaille avec l'APECAM, qui travaille avec toutes les structures techniques qui appuient en tout cas le monde rural de façon générale. Okay. Donc je pense qu'à travers la formation, le renforcement des capacités, la mise à disposition des machines, des intrants, et tout ce qui est comme équipement et matériel, en tout cas qui permettent de maximiser les résultats, en tout cas les productions des femmes. Et cette année, vous avez choisi Sibi pour célébrer la journée. Pourquoi cette destination ? En fait, Sibi, vous le savez, c'est une zone de production, c'est une zone où les femmes sont vraiment engagées, surtout dans les questions de l'agriculture, agriculture avec grand A. Et c'est aussi, c'est vrai, le rendez-vous c'est Sibi, mais c'est tout le Mali qui était là. Parce que toutes les femmes représentées au niveau de chaque région ont pris part, ont été invitées à participer pour échanger les expériences. Parce que je voudrais dire qu'il y a eu d'abord une conférence qui s'est tenue en prélude de cette célébration pour pouvoir un peu expliquer ce que c'est que la loi foncière. Donc, quels sont les articles qui sont très importants, en tout cas, à comprendre pour que les femmes puissent prendre conscience et aller, en tout cas, vers leurs droits, et en réclamant ou aussi en jouissant de leurs droits. Alors, il y a aussi le bilan qui a été fait. Qu'est-ce qui a réussi courant de l'année, qu'est-ce qui n'a pas réussi, et quels sont les défis qui restent, et quelles sont les propositions et même des recommandations pour que l'année prochaine, qu'on puisse en tout cas lever ces défis et voilà, faire en sorte que les femmes puissent davantage jouir de leurs droits. Ok. Alors, de la célébration de l'année dernière à celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a retenu l'attention comme acquis, par exemple? Citez-nous un exemple. Oui, en fait, M. Niafo vient de parler d'une technologie en termes de maraîchage avec la murée. Donc, c'est une expérience qui est en train de donner encore de l'espoir aux femmes et qui peut être dupliquée pour que les femmes puissent maximiser leur production à travers la culture bio. Et il y a aussi le fait de se mettre ensemble avec les matériels. Et les matériels, les équipements mis à disposition ont permis de maximiser la production des femmes dans les espaces exploités. Et aussi l'accessibilité de la femme à la terre. Je pense que de plus en plus, il y a une prise de conscience. Et je me souviens qu'il y a le ministre de l'élevage qui a même promis d'aller au-delà des 15% que la loi donne, et jusqu'à 30%. Donc, des engagements ont été pris et il s'agit maintenant de travailler à ce que, ensemble, qu'on puisse mettre ces engagements en œuvre. Et un exemple de ce qui était dans le programme qui n'a pas pu être réalisé? Bon, ça c'était... Et qui est dans le pipe? Non, en fait, c'est une façon de communiquer. Célébrer cette journée, c'est communiquer sur ce que c'est que la femme rurale, ce que c'est que les activités de la femme rurale. Alors nous avions voulu aussi démontrer faire passer certains messages à travers des sketchs, à travers d'autres choses. Bon, vu le temps, on n'a pas pu aller à cela, mais tout cela pour montrer que les communautés sont engagées. Que ce soit, on parle de journée de la femme rurale, mais c'est les hommes qui sont engagés aux côtés des femmes, qui ont compris que nous devons aller ensemble. Donc cette compréhension mutuelle de ce que c'est que la femme rurale a permis en tout cas aux femmes de se mettre en confiance et de pouvoir faire partie de certaines instances de prise de décision, parce qu'elles ont compris que sans elles, alors personne d'autre ne pourrait parler en leur place. Ok, alors on voit que vous êtes vraiment très volontaire lorsqu'il s'agit vraiment d'accompagner ces femmes, mais il y a ce qu'on appelle le nerf de la guerre. Elles n'ont pas d'argent, il n'y a pas de financement, ça ne suit pas du tout. Alors qu'on est en train de parler de modernisation, de motorisation même de l'agriculture, c'est bien cela. On tend vers les start-up et tout ça, mais ça demande quand même de l'argent et les banques demandent des garanties. Les femmes, elles n'en ont pas généralement. Bon, c'est vrai, elles ont quelques soucis d'accessibilité au crédit, mais déjà, il faut saluer les efforts qui sont faits par les partenaires du Mali en termes d'appui aux femmes rurales. Je vais parler de ONU Femmes, je vais parler d'Outoulouma, du projet d'Outoulouma, et Qatar Charity, et bien d'autres partenaires qui appuient les femmes, surtout le projet Suède, par rapport à l'autonomisation de la femme. Et que fait le département? Oui, le département aussi intervient par rapport à l'appui aux femmes. Par exemple, je prends le cas de Sibi. Déjà, face aux problèmes liés vraiment à l'attaque des nuisibles sur les cultures, qui peut impacter vraiment négativement les cultures, le département a mis à la disposition des femmes des équipements complets
en termes de protection, en termes d'utilisation, de lutte contre ces nuisibles. Donc ça, c'est tout. Mais en dehors de ça, nous sommes aussi accompagnés par la FAO, qui est vraiment notre partenaire, tel que le PAM aussi, qui viennent en appui vraiment aux organisations socio-professionnelles des femmes. D'accord. Alors, on va passer à l'autre sujet. On restera avec vous. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, juste pour remercier aussi le centre agroalimentaire Asibi, qui a vraiment fortement contribué. Le CAH, qui a fortement contribué à la réussite de cet événement Asibi. Oui. Et surtout aussi avec l'engagement du gouverneur de Koulikoro et les autorités communales. Je pense que nous avons été satisfaits, très satisfaits de leur engagement et tout ce qu'ils ont apporté comme appui à la réussite de cet événement. Et que fait ce centre au-delà de l'organisation de l'événement pour les femmes? Ce centre est un centre modèle de développement local qui accueille les femmes, les jeunes filles, qui les forme pendant 6 mois, qui les héberge, qui les nourrisse et qui apporte tout ce dont elle a besoin en termes de développement local. Et je pense que ce centre est à son 6e cohorte de formation des femmes, des jeunes filles désœuvrées, vulnérables, qui ont perdu d'espoir et qui maintenant, avec ce centre-là, sont en train de se remettre et de se réinsérer dans la vie sociale. Et justement, ce centre était en train d'expérimenter un genre de technopole à côté. Oui. Et quelle est son évolution aujourd'hui? Comme je l'ai dit, c'est vraiment un centre modèle qui produit, qui transforme et qui accompagne les femmes, que ce soit les femmes en termes de groupement de femmes, mais aussi des jeunes filles. Donc, tout s'est fait sur place pour montrer que c'est possible de développer localement notre pays. Ok. Alors, la femme rurale au Mali, d'il y a 10 ans, celle d'aujourd'hui a fait un bon qualitatif, non? Elles sont différentes? Oui, aujourd'hui, les femmes rurales sont en train de s'épanouir. C'est vrai que le chemin reste encore long, mais déjà, beaucoup s'affirment sur le plan national comme sur le plan international, parce qu'elles exportent leur production lors des foires, lors des grandes rencontres, et elles sont vraiment enviées, et même des échanges d'expériences sont sollicités, en tout cas de la part du monde entier. Alors c'est vous qui parlez en leur nom sur ce plateau, et qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'elles vous ont dit essentiellement qu'on peut retenir? En tout cas, les femmes ont un souci fondamental d'accès à la terre. D'accord. L'aménagement des périmètres irrigués dans toutes les régions du Mali pour que les femmes puissent bénéficier de la terre et les exploiter. Ça revient comme un refrain tous les ans. Non, en fait, c'est crucial parce que c'est fondamental. Lorsque vous exploitez des espaces qui ne vous appartiennent pas, alors il est évident qu'un jour, le propriétaire pourrait vous déposséder. Mais lorsque elle-même, elle y accède, heureusement, nous avons vu des images d'actes qui attribuent des terres à des femmes. Ça a été attesté par des femmes avec, en tout cas, en présence des autorités. Donc c'est l'occasion. C'est des petits cas isolés? Non, ça va, ça fait des cas d'école. Hein. D'accord. Voilà. Ok, on va aller donc voir du côté du salon, le lancement de samedi, non? Hier. C'était ça. Et du premier salon international de la volaille du Mali, l'événement réunit durant 3 jours l'ensemble des acteurs de la filière avicole pour exposer les potentialités du secteur. Il s'agissait aussi de réfléchir sur le moyen de surmonter les difficultés afin d'offrir de meilleures perspectives au secteur. Pour cette première édition, le Royaume chérifien était l'invité d'honneur. Le salon est organisé par l'interprofession de la filière avicole et parrainé par le président de la transition. La cérémonie de lancement, hier donc, était placée sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Des images de notre équipe de reportage, Bemba Sibi et Alou Bekone, donc pour de plus amples détails sur ce rendez-vous. Madame Sanogo Diaratou Traoré, elle est justement la présidente de l'interprofession de la filière avicole dans notre pays. On va demander à nos invités, on va commencer par M. Cheikh Oumar Diallo, directeur général des routes. Les produits de l'aviculture, vous en consommez beaucoup? Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce qu'on vous a déconseillé la viande rouge. Vous êtes éleveur du dimanche. Madame a dit que tout le monde est aviculteur au Mali. Oui. D'accord. Vous avez l'habitude d'élever des petits poulets chez vous, une basse-cour, il y en a? Oui. C'est vrai?
Oui. D'accord. Pas maintenant, mais quand j'étais jeune, j'avais un élevage de volailles. Vous avez perdu l'habitude. Oui. Vous consommez beaucoup les œufs? Non, pas tellement. Pas tellement. Oui. Et les poulets? Oui. Vous êtes friand de ça? Oui. Quel genre de poulet? On dit poulet euh, bicyclette non, de chez nous, poulet ou bien traditionnel, poulet importé traditionnel. Oui, oui. Et pourquoi vous avez cette préférence? Bon, je me méfie des produits chimiques. Ah bon, d'accord. Donc, madame va nous dire s'il n'est pas dangereux de manger ces poulets de chair. Parce que, je ne sais pas, dans certains pays, on dit on ne fait plus l'élevage, on fait de la production. C'est grave. Ok, on va demander à M. Youssouf Sanogo. Youssouf Barayogo, pardon. Ok. Même question. Est-ce que c'est le même discours? Vous n'aimez pas les œufs? Si, je pense que c'est important d'accompagner ce secteur parce que les femmes sont dans ce secteur. D'accord. Et elles produisent, elles font partie des acteurs, des agents économiques à ce niveau. Et la volaille, je sais que de plus en plus, nous sommes en train d'aller vers les poulets de chair parce que les poulets traditionnels ne suffisent pas et leur temps de production et de reproduction ne permet pas d'avoir une certaine quantité en termes d'autosuffisance en la matière. Mais à l'heure de ce bon qualitatif-là, en matière de technologie, on devait pouvoir améliorer tout cela, non? Bon, je pense que le défi est lancé. Le défi est lancé au monde rural, surtout aux acteurs qui travaillent sur la question, de pouvoir développer les technologies à la matière en vue de... Je pense que ça a commencé avec... Monsieur Niafo, entre le poisson et le poulet, préférence? Les deux, parce que c'est question d'alimentation. Mais je crois que c'est vraiment à encourager par rapport au développement de l'aviculture. Et je crois que tout le monde voit le poulet importé en carton, etc. Et par rapport à nos volailles sur place, je ne vous apprends pas, le goût est succulent par rapport à nos produits locaux quand même. Je crois qu'on n'a même pas besoin de faire la différence. Mais je crois qu'au niveau quand on parle de l'alimentation, c'est vraiment avec grand A. L'agriculture avec grand A qui prend en compte l'agriculture, l'élevage et la pêche. Donc vous estimez, vous croyez vraiment qu'on doit donner désormais une plus grande place aux produits de la volaille dans notre système alimentaire. Oui, je voulais, il faut qu'on puisse le faire parce que je crois que le département en charge de l'élevage est dans une dynamique d'aller même jusqu'à la labellisation des produits. On a parlé de la labellisation de la viande, mais je sais qu'il y a même un processus de labellisation parce qu'il y a des fiches techniques de labellisation sur le cocochet. Chez nous, il y a une race qu'on appelle cocochet qui peut avoir vraiment, qui peut être soutenue et bien développée à avoir vraiment être nutritif pour les populations. Ok, alors Madame la Présidente du secteur de la filière, elle est sur ce plateau et c'est pour apporter tous les éclairages. D'abord, pourquoi ce rendez-vous de Bamako? Tout d'abord, je commence par vraiment remercier les plus hautes autorités du Mali, et à passer par le ministre de l'Élevage et de la Pêche qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation de ce salon. Tout son staff, le cabinet, les techniciens, tout le monde, ils nous ont accompagnés. D'accord. Et il y avait 8 ministres également qui étaient là pour l'ouverture. Vraiment, je salue. Donc nous remercions l'ensemble du gouvernement pour le déplacement. D'accord, pour l'accompagnement. D'accord, pourquoi ce rendez-vous? Le thème même de ce salon, c'est l'agriculture, un facteur de renforcement de la souveraineté, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc vraiment, c'est très important. Nous pensons que nous avons un grand rôle à jouer pour le développement du Mali. Oui, comment? Et nous sommes... Oui. Comment vous comptez jouer ce rôle et comment vous le jouez déjà? Comment? Nous comptons le faire parce que nous avons à peu près 60 millions de poulets bicyclettes, comme on le dit, des poulets traditionnels, qui ne suffisent pas. La reproduction est très lente. Et les besoins, c'est combien? Les besoins sont estimés à combien? Pour le mois, c'est pas qu'on estime. On est à 3 kilos. D'accord. À 3 kilos de viande par an et par habitant. Par habitant, c'est pas suffisant.
Pas du tout. D'accord. Dans les pays développés, On n'a pas un docteur sur le plateau pour le dire, mais vous savez quand même, il y a un ratio, il y a des normes. Oui, il y a on vous a dit quand et même. dans les autres pays, Alors, chaque malien doit manger combien de kilos de nous viande par devons an? atteindre à peu près 10 kilos 10 kilos. par habitant et par personne en 2028. Mais nous avons quand même des pays limitrophes qui ont dépassé 10 kilos par an. C'est pourquoi nous voulons le faire en 2005, dans 3 ans, en 2028. Donc pour ce faire, nous avons beaucoup de travail à faire. Pour cela, il faut des renforcements de capacité qui passent par la formation et également fournir les producteurs en intrants parce que chaque maillon aujourd'hui a des problèmes. Nous, on n'est pas autosuffisant en poussin d'abord. On est dépendant entièrement de l'extérieur à 95% en poussin ponte. Vous importez les poulets, les poussins ponte d'un jour. Mais nous avons des industries ici qui les font déjà. Oui, ils le font. Oui. Ils le font. Ils n'ont pas une grande capacité. Ils n'ont pas de grande capacité. Et puis, il faut les aider. Il faut les aider, par exemple, par la mise en place de reproducteurs au niveau des élevages, au niveau surtout des couvoirs. Chaque accouvoir doit être un producteur d'œufs à couver. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous êtes combien Vous êtes combien dans la filière moderne, nous sommes à peu près 3000. 3000. Mais comme je vous ai dit, dans la filière traditionnelle, tout le monde est aviculteur. D'accord. Les 3000 là sont professionnels. On parle aujourd'hui, elles sont avicultrices parce qu'elles élèvent également la volaille. Parmi les 3000 aviculteurs professionnels, il y a combien de femmes? À peu près 40%. 40% de femmes. D'accord. Et elles sont très très actives. À quel moment devient-on professionnel? On devient professionnel à partir de 200 poulets. Suivant la loi malienne. D'accord. Suivant la loi malienne. Vous avez dit que dans 3 ans, il faut que chacun ait 10 kilos. Il faut qu'on atteigne les 10 kilos par habitant et par an et par habitant. Toutes races confondues de poulets. Toutes races confondues de poulets. Parce qu'aujourd'hui, on est à 3 kilos. Avec ces 3 kilos, on peut dire qu'on est autosuffisant, mais les gens, il faut appeler les Maliens à manger du poulet. D'accord. Mais pourquoi? Parce que le poulet, c'est la source de protéines la plus rapide. D'accord. Donc ça peut jouer un grand rôle dans l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Donc c'est des poulets qu'on peut faire en 35 jours. Donc alors si on veut élever les bœufs, il faut attendre 2 ans. D'accord. Donc en 35 jours, on peut sortir des milliers de poulets de chair. D'accord. Donc il faut nous encourager dans ce sens-là. Alors vous êtes fixé un objectif très ambitieux. Aujourd'hui, on a 3 kilos par habitant. On veut atteindre les 10 kilos en moins de 3 ans. En moins de 3 ans. Donc aujourd'hui, le gap, c'est 7 kilos. Hein? Oui. D'accord. Oui, et d'où viennent ces 7 kilos-là? Ça vient des producteurs maliens. Et nous ne voulons pas... Non, nous importons combien? Aujourd'hui, on a 3 kilos. C'est interdit. C'est interdit d'importer? C'est interdit d'importer parce que ce que nous produisons aujourd'hui, on ne peut pas vendre le tout. Aujourd'hui, nous avons la mévente à cause de ces importations. Et ces poulets, je vous rassure que ce n'est pas du poulet. Ah, mais on ne comprend pas très bien. Donc, vous consommez suffisamment pour nous la consommation locale. Nous produisons suffisamment aujourd'hui pour les 3 kilos par habitant et par an. Ah bon? Mais à cause de l'importation frauduleuse de ces cuisses de poulet, de ces ailes, c'est des poulets synthétiques. Mais vous n'êtes pas encore, madame, capable de produire les 10 kilos pour les Maliens. Mais nous pouvons, parce que périodiquement, vous allez trouver que des fermes ont fermé. Ah, d'accord. Pourquoi? Ils vont en faillite. Parce qu'il y a mes ventes, tu produis ton poulet, tu dois vendre ça en 35 jours. Tu peux faire 60 jours, 90 jours, tu ne peux pas le couler. Parce que la production locale est plus chère ou quoi? C'est pas cher, suivant la qualité. Parce que ce qui vient qui est moins cher, c'est pas de la qualité. D'accord. C'est du poulet synthétique. C'est du poulet, on ne sait même pas comment c'est abattu, comment c'est conservé, comme c'est interdit. C'est interdit par la loi. C'est interdit. Et pourtant, c'est sur le marché. De la grippe aviaire. Et c'est consommé encore. Et c'est consommé. Mais la faute à qui? Bon. Tout le monde le sait. Non, nos frontières sont poreuses. Vraiment, le contrôle est très difficile et ils ont des techniques. Chaque fois, ils changent de technique. Ah bon?
Chaque fois, ils changent de technique. Donc, on ne peut pas... si on commence à maîtriser leur technique, ils changent. D'accord. Donc, on ne peut pas entièrement incomber ça à quelqu'un. Okay. Donc, à chaque fois, on est là. Maintenant, il faut faire une sensibilisation. Parce qu'on a vu que les saisies, ça n'apporte pas beaucoup. Ah bon? Mais il faut sensibiliser les populations. Si mais les populations ne peuvent pas faire la différence. Ils peuvent bien faire la différence avec nos poules. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux uns aux autres? Vous êtes sur le plateau. Oui. Passez le message, sensibiliser les gens. Qu'est-ce qu'on doit... Quel est le comportement Ces ailes de poulet, ces cuisses de poulet qu'on amène il faut plus les dans les cartons congelés, arrêtez de les manger parce qu'ils sont conservés souvent dans le formol qui n'est pas du tout bien. Souvent, c'est du poulet synthétique qui n'est pas consommé. Ce n'est même pas de la viande. Ce n'est même pas de la viande, qui n'est même pas consommé au niveau européen ou mondial, mais on envoie ça en Afrique. Et les Africains se mettent à prendre ça parce que c'est moins cher. Sinon, le poulet que nous produisons, c'est du... Le poussin est importé, certes, mais le poussin cher est produit ici. Tout le monde paye le poussin cher à Bamako. Okay. Dans le pouvoir... Mais comment vous pouvez être rassuré que le poussin que vous achetez également de l'extérieur ne présente pas de danger? Non, le poussin, c'est un être vivant. Or, la viande, c'est vraiment... C'est déjà abattu. D'accord. Donc, on peut contrôler le poussin. Il y a des normes, il y a des vétérinaires qui envoient avec des fiches. Et là, tu ne peux pas contrôler sans avoir une autorisation au niveau des services vétérinaires. D'accord. Alors, on est nombreux sur le plateau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi aujourd'hui vos préoccupations essentielles pour changer la donne? Il faut d'abord nous doter des textes sur l'aviculture. Il n'y en a pas. Il y en a, mais c'est peu. Ah, monsieur Nafo. Il y en a, mais c'est peu. Nous avons besoin de textes qui érigent vraiment notre profession. Mais est-ce que le secteur avicole ne serait pas peut-être le parent pauvre et dans la grande famille de l'agriculture avec grand A? Non seulement dans la grande famille de l'agriculture avec grand A, mais dans la grande famille de l'élevage. Ah bon? Parce que quand on parle de poulet, vraiment, on ne nous prend pas au sérieux. Or, ça rentre beaucoup. On génère à peu près presque plus de 100 milliards. D'accord. On n'a pas le représentant du ministère de l'élevage, mais... Il est là à la porte, mais il n'est pas sur le porte. Mais Agriculture Grand A est là. Oui. Voilà. Non, moi je crois que d'abord, nous, en termes d'agriculture, par rapport à tous ceux qui concourent à l'alimentation volaille, je crois que le département met à disposition des ressources vraiment alimentaires pour les volailles. C'est des ressources conséquentes? Oui, c'est la production Madame, locale. La production locale. C'est vrai? Maintenant, oui, on a des projets et programmes qui sont venus uniquement pour l'aviculture, qui nous ont beaucoup aidés, même pour l'installation, pour être en interprofession. Ils ont beaucoup intervenu. C'est l'État qui a beaucoup intervenu dans notre filière. Mais on a toujours besoin, on n'a pas de texte qui régit vraiment la profession. D'accord. C'est votre plus gros problème. C'est le plus... Parce que si on a les textes aujourd'hui, il y aura beaucoup de changements. D'accord. Vous avez des terres quand même pour faire l'élevage. Ce problème ne se pose pas à votre niveau. Ça se pose un problème très crucial, l'urbanisation, que j'ai souligné hier même dans mon discours. Ah bon? Quand tu vas faire ton poulailler dans un endroit, un peu, après, or le poulet, vraiment, ça sent. Absolument. Ça sent. Donc, tu es obligé de faire déplacer. Voilà. Et puis c'est très sensible, c'est très fragile. Très fragile. Ouais. S'il y a l'urbanisation. Okay. Donc on a vraiment ce gros problème. D'accord. Ensuite. Mais vous n'avez que des problèmes alors? Ah non, on a malgré les problèmes, nous on produit. D'accord. C'est de lieu de remercier les agriculteurs. Ils produisent beaucoup. Ils n'arrivent même pas à vendre leurs produits. D'accord. Dans l'année. 1 kilo, ça coûte combien? 1 kilo, ça fait 2000 francs, 1900. 2000 francs, 1900. Ça n'est pas trop cher? Un poulet de combien de kilos? Beaucoup moins cher que la viande viande rouge? La viande rouge. Ah bon? Ils sont à combien? Ils sont à 3000. Nous, on est à 2000. D'accord. Le plus cher, c'est 2000, 2500. Or, la viande rouge aujourd'hui est à 3000. Nous, on peut produire en si peu de temps beaucoup de sources de protéines. Aujourd'hui. Si vous vendez un poulet à 2000 et quelques, vous mettez combien dedans?
Nous, on Les rentre charges, même... c'est combien? Les charges, c'est combien? Nous, on ne rentre même pas dans nos fonds. Ah bon? Souvent. Ok. Mais à peu près, nous sommes aujourd'hui à 1900. Parce que souvent, ça dépend du prix du maïs. Parce que le maïs intervient à peu près à 60% dans l'alimentation. Moins le maïs est cher, moins le poulet est cher. Et cette alimentation aussi vient de l'extérieur? Le maïs. Mais bon, tout ce qui rentre dans... oui, le maïs est produit ici. Le maïs est produit ici. Dieu merci, nous sommes un pays céréalier. Et tous les autres produits pour... les intrants, le poisson, c'est ici. Le tourteau de coton, malheureusement, nous sommes un pays producteur de Mais coton. pour la prophylaxie, là, tout vient d'ici également? Non, il y a nos pharmacies. Ah, d'accord. Donc, ça vient de l'extérieur. Mais ce que je vais souligner tout de suite, c'est que le tourteau de coton qu'on produit ici n'est pas... Non, on ne peut pas utiliser chez la volaille. Or, avant, on pouvait le faire. Nous, on est obligé d'importer le tourteau de coton jusqu'au Bénin. Ah bon? Or, on est un pays producteur de coton. D'accord. Donc, tous ceux qui font du tourteau ne font pas le tourteau qui est... En une phrase, sur toutes ces questions, vous interpellez qui? J'interpelle l'État. D'accord. L'État malien. L'État interpellé, l'État est sur le plateau, Oui. l'État va trouver la solution. Pour Alors, nous- on a très peu de temps pour parler maintenant des infrastructures. Hein. Et vous avez vu les inondations cette année, ça fait des dégâts un peu partout. Hein. Et l'autre jour donc, l'événement a réuni durant... Pardon, on est avec le ministre des Transports et des Infrastructures qui était sur le terrain. Non? C'était pour constater les dégâts causés par les inondations sur les infrastructures routières. Hein. Et je crois que c'est à Bamako. Vous n'êtes pas allé à l'intérieur d'abord. Hein? C'est là, Bamako, mais nous avons la situation de Bon, l'intérieur. vous le voyez, non? Le conseil est très amer. La chaussée est impraticable sur certains tronçons. La mesure urgente est le nettoyage des points d'obstruction sur les ouvrages d'assainissement avant la mise en œuvre d'un vaste programme de réhabilitation de ces ouvrages prévus après la saison des pluies. Alors, pour l'instant, on va rester dans les gravats. Hein? Non, pas dans les gravats. D'accord. Alors, oui. monsieur Cheikh Oumar Diallo, directeur général des routes. Oui. D'accord. Constat, il est amer sur le terrain. Oui. Qu'est-ce qui est prévu urgemment? Tout est urgent. Bon, avant d'aller à la prévision de ce que nous allons faire après l'hivernage, il faudrait que nous donnions l'information quand même que l'hivernage a été annoncé exceptionnel par la météo. Ça n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. C'est ce que la météo dit. Ça risque d'aller jusqu'au mois de novembre. D'accord. Mais quand on a reçu l'information, parce qu'on a l'avantage quand même que la météo relève de notre ministère, donc nous avons anticipé. C'est ce que les gens ont constaté à Bamako avec Madame le ministre. On a essayé de libérer les passages d'eau. D'accord. Donc Donc vous avez commencé un travail qui n'était pas fini là. On a vu, vous avez enlevé les dalles par-ci, par-là, et puis voilà, c'était pas un boulot fini. Non, c'est pas fini, mais dorénavant, il faut que ceux qui occupent ces caniveaux-là, qui fassent conformément à un plan. C'est pour cela que c'est un peu retardé, parce qu'ils doivent nous soumettre des plans que nous devons approuver, parce qu'on ne peut pas faire des routes à des milliards et que par le comportement de certains usagers, et que l'eau vienne rester sur la route. Et vous avez constaté, partout où l'eau est sur la route, c'est là-bas où la route se dégrade. C'est pour cela qu'il faut trouver un passage pour l'eau, parce que la route doit être hors d'eau. Elle n'est pas conçue pour être un collecteur. Donc, nous sommes avec les usagers qui sont dans ces situations-là, et ils nous envoient les documents que nous devons approuver. Après, les travaux vont suivre. Oui, le problème, c'est que ces situations ne sont pas arrivées en un seul jour. Hein. C'est la suite des pratiques qui ont pris du temps et au vu aussi de tout le monde. Oui, au vu aussi de tout le monde, mais il fallait qu'un jour quelqu'un se lève pour essayer de trouver une solution. D'accord. Même si c'est quelqu'un se lève un peu en retard. Non, pas grave. Mieux vaut tard que jamais, comment le dire. Bon, est-ce que c'est un retard? D'accord. Alors, on a fait le constat maintenant de la situation. Et qu'en est-il exactement? On peut régler tout sans que vous avez évalué quand même. Oui, nous avons évalué. Et l'évaluation, comme vous l'avez dit, l'hivernage n'est pas fini. L'évaluation est toujours en cours. D'accord. Mais nous avions déjà anticipé. À chaque étape, nous faisons des programmes et que nous soumettons à l'autorité. OK. Alors, ce qui est à jour maintenant, ce qui est prévu, c'est l'enlèvement des ordures, les gravats et tout le reste. Les travaux, c'est après l'hivernage, c'est bien cela. Oui, mais on peut déjà anticiper. Ce qui peut être fait actuellement, on peut le faire. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui? Bon, on peut commencer à évacuer les gravats. D'accord. Et ceux qui nous ont soumis des plans,
S'ils pensent qu'il y a cet hivernage, là, ils peuvent faire les aménagements, ils peuvent être autorisés à le faire. Mais le gros du travail, ce serait quand même après l'hivernage. Quelles sont les zones les plus touchées à Bamako, par exemple? Bon, ça, c'était des zones que tous les Bamakois peuvent constater. Par exemple, quand vous prenez la route qui va de notre ministère pour aller vers Djelibougou, il y avait des endroits précis. On se rappelle de la devanture de l'ambassade de Chine, de la devanture de l'ancienne Express qui est devenue une station, vers le rond-point Malilé, vers la bifurcation, vers le 3e pont. Donc, c'est des endroits qui étaient connus. Mais avec l'intervention de madame cette année, vous remarquerez qu'après la pluie, quelques heures après, il n'y a plus d'eau sur la chaussée. Donc, il y a même de la poussière le lendemain. Donc, ça, c'est des choses qu'on a eu à entreprendre pour quand même soulager les populations. Un peu. Et qu'en est-il de l'intérieur du pays? Bon, pour l'intérieur du pays, le ministère des Transports et des Infrastructures a une chance, c'est que c'est l'un des services les plus déconcentrés. D'accord. Donc, avant l'hivernage, il y a des consignes qui avaient été passées quand on a eu l'information que ça allait être un hivernage exceptionnel. Donc, tous les directeurs régionaux, tous les chefs de subdivision avaient eu la consigne de rester sur place. D'accord. Et chaque fois qu'il y a un incident, chaque fois qu'il y a un incident, il nous remonte. Et notre stratégie, c'était de faire tout pour qu'il n'y ait pas de coupure prolongée du trafic. Sauf il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. Sauf si l'ouvrage est parti. Ça, il ne peut pas gérer ça en un temps record. Mais chaque fois qu'il y a des remblais qui sont partis, des pans de route qui sont partis, on a rapidement rétabli la circulation. C'est vrai, c'est intéressant comme tous les autres d'ailleurs, mais on n'a pas de temps. Mais cette question quand même en une phrase. Et on a vu l'hivernage exceptionnel, dégâts exceptionnels, mais est-ce que c'est dû vraiment au non-respect du plan d'urbanisation de Bamako ou c'est dû au comportement des populations? Non, moi, je pense que c'est dû au comportement des populations. Qui n'ont pas respecté. Qui n'est pas respecté parce que quand, par exemple, nous parlons des emprises, la route, elle est faite pour permettre à certains usagers d'emprunter. Et tout le monde a sa part sur la route. Il y a les véhicules, il y a les motocyclistes, il y a les piétons. D'accord. Prenons le cas des piétons. Il y a les trottoirs. Mais à Bamako, tous les trottoirs sont occupés. Bamako est devenu un marché. D'accord. Donc, les piétons n'ont pas d'endroit où passer parce qu'on a recouvert. Mais désormais, les mesures sont prises pour que ces pratiques cessent. Oui. OK? C'est vrai. D'accord. Eh bien, c'est bien dommage, le temps est fini, on est qu'à sur le plateau, tout est intéressant. Et merci à tout le monde. Madame, merci. Quoi? Madame Sanogo Diarata, c'est pas Diaratou, c'est Diarata. Ah, d'accord. Madame Sanogo Diarata. Ah, d'accord, je vais corriger ici, puis je vais retenir. Erreur de frappe. Ok, Madame Sanogo Diarata Traoré, présidente de l'interprofession de la filière avicole. Cheikh Oumar Diallo, directeur général des routes. Monsieur Issou Bagayogo, conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et puis, Monsieur Yaya Niafo, secrétaire permanent de CONACILS au ministère de l'Agriculture, qui a dit que il aime le poisson. Les deux. Les deux? Oui. C'est vrai? Bon, on va vous laisser avec le poisson. En plus, le poisson. Ah non, je ne suis pas d'accord. Je suis sur le plateau, vous dites le poisson. Vraiment, merci beaucoup. Mais vous savez qu'elle aime ça. Vraiment, merci. Il y a un point que c'est Sanogo. Il est temps, mais vraiment pour la tenue de l'événement, nous avons été rassurés par nos forces d'armée et de sécurité qui nous ont, et aussi la communication dont vraiment je tenais à vous dire. Merci au directeur général de l'ORTM, à l'ensemble de l'équipe. Notre projet Carité et notre FAFE qui ont apporté du matériel aux femmes rurales. Là aussi, c'est un moment inoubliable. Ok, revenez sur les différents créneaux de l'ORTM. Il y en a beaucoup d'émissions pour parler de tous ces sujets. Merci d'être venu quand même. Dieu sauve le pays. Tout à l'heure, le journal de 13h, présentation Abibato Koyan Diakité. Prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, Inch'Allah. C'est le dimanche prochain et le canal 12-13. Merci de rester sur l'ORTM. Passez d'excellents moments de télévision.